Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur la fiscalité automobile, l'édition 2025, car l'année passée, nous avions déjà fait une première édition pour 2024. Voilà, donc je suis Guillaume Schmitz et je suis avec ma collègue Constance Cornet. Nous sommes les deux fiscalistes qui allons vous accompagner durant une heure pour ce petit webinaire qui est donc consacré à la fiscalité automobile et lors duquel nous allons parcourir une série de thématiques qui nous semblent importantes. Alors, une heure, c'est assez court, donc vous verrez que nous allons les passer assez rapidement, mais l'objectif, c'est pour vous de ressortir avec des informations concrètes qui vous permettront de prendre des décisions en ce qui concerne la mobilité et la fiscalité automobile pour les années à venir. Donc voilà, vous avez ici le programme. Donc, dans un premier temps, nous parcourons ensemble les règles qui concernent les véhicules et les règles de limitation de la déduction. On va un peu examiner quels sont les différents types de frais de voiture et dans quelle mesure ils sont déductibles ou pas et à concurrence de quel pourcentage. Ensuite, nous parcourrons donc une fois que nous aurons parcouru ces frais et les taux de déduction, nous regarderons quelles sont les règles qui s'appliquent en matière d'avantages de toute nature. C'est un volet assez important aussi, non négligeable d'un point de vue financier et d'un point de vue fiscal. Ensuite, nous parcourons quelques règles en matière de TVA, la déduction de TVA sur les frais de voiture, c'est important également. Les règles sont assez particulières, elles ne suivent pas forcément le même régime que l'impôt des sociétés, donc nous regarderons à cela plus attentivement. Et enfin, nous vous proposerons une petite étude de cas. C'est toujours plus représentatif avec un exemple. Voilà, nous vous présenterons ça en dernier lieu. Et je vais passer la parole à ma collègue Constance ici, qui va vous parler un peu des différents types de véhicules qui sont soumis aux limitations de déduction. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, comme Guillaume l'a mentionné, j'ai la chance de parcourir avec vous les trois premières questions. Donc, vous verrez qu'il n'y a pas vraiment de nouveauté en matière de fiscalité automobile, puisque le législateur belge a déjà en fait réformé la matière il y a quelques années. Mais nous trouvions intéressant de vous rappeler les règles applicables, puisqu'on verra que puisque le législateur belge veut arriver à une écologisation du parc automobile, il a pris différentes mesures transitoires. Et puisque nous sommes également au mois de janvier, qui dit conditions salon, il peut être intéressant de vous rappeler comment les règles de limitation de déduction fonctionnent en pratique. Alors, tout d'abord, il est également pertinent de vous rappeler quels sont les véhicules qui sont visés par la limitation de la déduction. Effectivement, quand vous avez un indépendant personne physique ou un indépendant qui exerce une activité via une société, dans le cadre de son activité, il peut recourir à l'utilisation d'un véhicule. Et donc, la question qui va se poser, c'est est-ce que tous les véhicules sont visés par une limitation de déduction ou certains véhicules peuvent avoir une déduction complète pour les frais qu'ils engendrent. Alors, donc, effectivement, on a des véhicules qui sont visés par la limitation de déduction et en fait, les véhicules sont tout ce qui est voitures de société, donc qui permettent le transport de biens et de personnes, mais également les minibus ou alors les camionnettes, en fait les utilitaires légers qui ne sont pas considérés d'un point de vue fiscal comme étant des utilitaires. Et par contre, il y a également pas mal de véhicules où il n'y a pas de limitation de la déduction. Et là, en fait, ça vise les véhicules qui sont en fait utilisés pour le transport rémunéré de personnes, comme par exemple les taxis, les limousines, ou alors encore les cours d'auto-école, où là, il n'y a pas de limitation. Il y a également tout ce qui est autobus, autocar, camion, remorque, etc. Donc voilà. Donc la première question qu'on se pose, c'est donc de savoir si on est en présence d'un véhicule qui est visé par la limitation de déduction. Ensuite, la seconde question que l'on se pose, c'est de savoir si tous les frais de voiture sont visés par la limitation de déduction ou s'il y a des exceptions.
eh bien, il y a des exceptions. Donc, en effet, quand on sera en présence d'un véhicule qui est visé par la limitation de la déduction, en principe, toutes les dépenses relatives à ce véhicule, donc c'est toutes les dépenses liées à l'achat, à la location, à la propriété, à l'utilisation, seront effectivement visées par la limitation de déduction, mais il y a néanmoins des frais qui resteront déductibles à 100%. Quels sont ces frais? Ce sont les frais de financement, la cotisation de solidarité CO2, on en parlera tout à l'heure, les frais qui sont liés à la téléphonie mobile et tout ce qui est frais de parking pour les véhicules des clients ou du personnel. Alors, ensuite, nous allons nous intéresser à la manière de calculer la déductibilité des frais de voiture. Alors, donc là, comme je le disais au niveau de l'introduction, le législateur belge, il a voulu aller vers une écologisation du parc automobile. Donc, le but à terme, c'est que les voitures thermiques ne soient plus déductibles. Et donc, il a mis en place un système qui va s'appliquer de manière transitoire pour imposer cette exigence de manière plus ou moins douce pour les indépendants personnes physiques et les indépendants qui exercent en société. Alors, pour bien comprendre le système actuel, je vais d'abord vous expliquer en fait le système de déduction qui existe depuis l'exercice d'imposition 2021, donc revenu 2020. Là, en fait, le législateur, tant à l'impôt des personnes physiques qu'à l'impôt des sociétés, a mis en place ce qu'on appelle en fait une formule basée sur l'émission CO2 du véhicule. Donc, la formule est la suivante, c'est qu'on prend un montant de 120% auquel on va venir déduire des éléments qu'on va en fait multiplier entre eux. Donc la multiplication se fait comment? On part d'un coefficient de 0,5 qu'on multiplie par un coefficient et qu'on multiplie par les grammes émissions CO2 du véhicule. Alors le coefficient va varier selon en fait le moteur de la voiture. Donc si on est en présence d'un moteur essence, on aura un coefficient de 0,95. Si nous sommes en présence d'un moteur diesel, on aura un coefficient de 1. Et si on est en présence d'un véhicule au gaz naturel, on aura alors un coefficient de 0,90. En fonction de cette formule, on va alors obtenir un taux de déduction. Donc, imaginons qu'en fonction de cette formule, on obtient un taux de déduction de 63%. Ça veut dire que tous les frais liés à la voiture sont déductibles à 63% et les 37% ne sont pas déductibles et donc il y aura un impôt des sociétés qui sera dû sur cette non-déduction. On prendra des exemples pratiques tout à l'heure pour mieux visualiser. Donc là, c'est le système actuel qui est appliqué. Maintenant, pour bien comprendre le système vers lequel on se dirige, il faut avoir en tête 3 dates importantes. Vous devez en fait distinguer les situations suivantes. Si vous avez acheté une voiture avant le 1er juillet 2023, le principe est le suivant, c'est que on va appliquer le régime de déduction actuel pour toute la durée d'utilisation de la voiture. Donc, si vous avez acheté le véhicule en 2022 et que vous décidez, j'invente bien évidemment, de le garder jusqu'en 2030, eh bien, si la formule donne un taux de déduction de 63%, eh bien, vous utiliserez ce taux pour toute la durée d'utilisation du véhicule. Alors, par rapport en fait à ce régime actuel, il est important de préciser que la déduction maximale est de 100%, parce que c'est vrai que sur base de la formule et des émissions CO2 du véhicule, on pourrait arriver à un taux plus important. Et inversement, la déductibilité minimale est de 50%. Donc, si sur base de la formule, vous arrivez à un taux de déduction de 30%, vous avez quand même une déduction minimale de 50%. Exception faite toutefois si votre véhicule a une émission CO2 de 200 grammes par kilomètre. Dans ce cas-là, on a alors une déductibilité maximale de 40%. Donc voilà pour les voitures achetées avant le 1er juillet 2023. Alors, autre particularité que j'ai oublié de préciser, c'est un point pour les véhicules hybrides qui auront été acquis à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023. On applique les règles de déductibilité actuelles, mais pour les frais de carburant, eux, il y aura une limite maximum de 50%. Alors, deuxième date à retenir, ce sont les voitures qui sont achetées entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2025.
Alors là, le principe est le suivant, c'est de se dire en fait qu'on garde également la formule dite d'émission du CO2 pour déterminer le taux CO2 de la voiture, mais pour aller vers une écologisation plus rapide en fait du parc automobile belge, le législateur va prévoir en fait un maximum de déductibilité par année concernée et en étant décroissante. Donc, on va reprendre l'exemple. Imaginons que sur base de ma formule, j'obtiens un taux de déductibilité de 63%. Eh bien, en 2025, je pourrais le déduire à 63% parce que ma limite est de 75 et je ne le dépasse pas. Par contre, en 2026, on voit que la limite est de maximum 50% et donc on devra limiter la déduction à 50%. En 2027, pardon, la limite est de 25% et donc on devra limiter à 25%. Et en 2028, on constate qu'on arrive à une non-déduction totale des frais de voiture. Autre particularité pour les voitures achetées entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2025, c'est qu'on supprime les limites de 50% ou de 40% en fonction de l'émission CO2 du véhicule. Alors, pour les voitures qui n'émettent pas d'émissions CO2, bien évidemment, dans ce cas-là, les frais professionnels restent déductibles à 100%. Ensuite, nous aurons la troisième date butoir à retenir. Donc, ce sont pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2026. Le principe est le suivant, c'est que toutes les voitures qui émettent des émissions carbone, en fait, ne seront plus déductibles. Donc, ça vise les voitures essence, diesel et hybrides. Et là, par contre, attention que pour les voitures sans émissions de carbone, donc les voitures électriques, donc en 2026, on aura toujours une déduction à 100% pour toute la durée d'utilisation de la voiture. Mais ensuite, le législateur n'avait pas pour objectif qu'on ait la possibilité de déduire à 100% les frais de voiture d'une voiture sans émission carbone. L'objectif, c'était d'inciter l'indépendant à passer à ce système. Mais une fois que tout le monde sera passé à ce système, on va revenir à une déductibilité décroissante. Et c'est ainsi qu'en fonction de l'année d'acquisition d'une voiture électrique, vous verrez que le taux de déduction diminue. C'est ainsi qu'en 2027, on aura une déduction à 95%, en 2028, 90%, en 2029, 82,5%, en 2030, 75%, pour finalement arriver en 2031 à une déduction automatique maximale de 67,5%. Donc voilà par rapport aux trois dates butoirs à retenir. Donc je vous disais que c'était important de bien retenir les dates du 1er juillet 2023, 31 décembre 2025 et 1er janvier 2026. Et donc c'est intéressant de savoir ce qu'on entend par date d'achat. Donc là, vous devez distinguer selon que vous êtes en présence d'un achat pur. Dans ce cas-là, on prendra la date de signature du bon de commande en considération. Et si on est en présence d'un leasing opérationnel, un renting, eh bien là, on prendra en considération la date de signature du contrat avec la société de leasing. Alors, dans le slide suivant, on a un tableau récapitulatif qui est pas mal fait. Donc, en fait, en fonction de la date d'acquisition du véhicule, vous pouvez alors déterminer la déduction sur les années futures. On va prendre tout de suite un exemple pratique, comme ça vous allez pouvoir mieux visualiser les propos qui ont été exposés tout à l'heure. Donc ici, on a pris dans notre exemple une voiture essence, une voiture diesel, une voiture hybride et une voiture électrique. Si je prends l'exemple de ma VW Golf Essence, sur base de son émission CO2, si le véhicule est acheté avant le 1er juillet 2023, on arrive à un taux de déduction de 74,9%. Alors, si ce véhicule était acheté entre le 1er juillet 2023 et le 31 du 12 2025, le principe, c'est le suivant, c'est qu'en 2025, puisque je suis en deçà des 75% maximum, je peux continuer à déduire 74,9. Par contre, pour 2026,
2026, 2027 et 2028, vous voyez qu'à chaque fois, j'excède les montants maximaux de 50, 25 et 0. Et donc, on applique ce montant maximum. Et si j'achète cette Golf en 2026, eh bien là, rien n'est déductible en termes de frais. Pour mon Audi A4, qui est une diesel, c'est le même principe. Là, on voit en fait que si je l'achète avant le 1er juillet 2023, j'ai un taux de déduction de 58,5. Et là, on voit que si je l'achète entre le 1er juillet 2023 et le 31 du 12, en 2025, on ne limite pas parce qu'on n'excède pas le montant maximal de 75%, mais vous verrez qu'en 2026, 2027 et 2028, on applique les limites légales de 50, 25 et 0%. Et finalement, à partir du 1er janvier 2026, ce n'est pas déductible. C'est le même principe pour ma BM X5 pardon, qui est une hybride. La particularité là, c'est qu'avant le 1er janvier 2023, elle était déductible à 100% sur base de la formule dite de l'émission CO2. Entre le 1er janvier 2023 et le 1er du 7 2023, c'est toujours une déductibilité à 100%, avec la particularité toutefois que les frais d'essence, là, ne sont déductibles qu'à 50%, parce que le législateur a voulu justement inciter l'indépendant à rouler à l'électrique. Et alors, entre le 1 du 7 2023 et le 31 du 12, là, par contre, ça a un impact plus important parce qu'on avait une déductibilité de 100% qui est alors limitée à 75, 50 et 25 pour finir à 0% en 2028. Et si on l'achète à partir du 1er janvier 2026, là, on a vraiment une non-déductibilité totale. Par contre, pour ma Tesla Model 3, qui est une voiture électrique, que ce soit avant le 1er juillet 2023, entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2025, ou à partir du 1er janvier 2026, on a une déductibilité totale. Et là, on voit qu'à partir du 1er janvier 2027 jusqu'à 2031, on a une déductibilité décroissante, puisque le législateur ne souhaite pas que les frais de voiture soient déductibles à 100%. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on y répondra par la suite. Je vais laisser la parole ouais, et à donc, Guillaume. peut-être juste pour conclure ici sur ce point-ci, vous verrez quand même que c'est assez clair que pour une acquisition d'un véhicule qui émet encore des émissions de carbone, dès à présent, ça devient compliqué si votre objectif, c'est de rechercher la déductibilité fiscale. Vous le voyez ici, des véhicules qui ont une émission de carbone et qui seront achetés dans un an, hein, 1er janvier 2026, on y est quand même très vite, ou en tout cas un bon de commande signé à ce moment-ci ne seront plus déductibles du tout. On le verra tout à la fin dans les calculs et les comparaisons. On fera un calcul de TCO, comme on dit, donc un coût total, pour voir un peu quel est l'impact à ce niveau-là. Mais voilà, ça va très très vite. Donc réfléchissez bien, si vous voulez encore commander du thermique, il faut vraiment le faire encore cette année, sinon ça ne vaudra vraiment, vraiment plus la peine du tout. Voilà, moi je vais vous parler très rapidement de la question des avantages de toute nature. Alors, l'avantage de toute nature, c'est quoi? C'est assez simple. Donc, premièrement, et c'est important de le dire, ça ne s'applique pas pour des indépendants. Un indépendant prend le véhicule en son propre nom, donc on n'a pas de problématique des avantages de toute nature. Un avantage de toute nature, c'est quoi? C'est le cas où une société met à disposition gratuitement un véhicule d'entreprise à son dirigeant ou à un employé. À ce moment-ci, la législation dit bah, pas de souci, le fait de mettre à disposition gratuitement un véhicule, en fait, ça correspond à une rémunération. Ce n'est pas une rémunération en cash, c'est une rémunération en nature. Le principe de base des rémunérations en nature, donc des avantages de toute nature, quels qu'ils soient, parce qu'ici on parle des véhicules, mais ça peut être d'une autre nature. Le principe, c'est qu'un avantage est en principe, évalué à sa valeur réelle. Donc, si on suivait ce régime de base, on devrait dire, OK, mon entreprise a payé sur une année entière, on va dire 10 000 euros de frais de voiture tout compris, donc le renting, les assurances, l'essence, tout ce que vous voulez. Eh ben, l'avantage de toute nature, c'est 10 000 euros, puisqu'elle, elle a supporté un coût de 10 000 euros qui aurait dû être supporté par le dirigeant ou l'employé. C'est le montant de l'avantage de toute nature. Ça, c'est la règle générale. Mais au niveau des véhicules de société, on a une dérogation qui permet de calculer un avantage de toute nature de manière forfaitaire. Donc là, on reprend un peu l'exemple des frais de la déductibilité des frais de véhicule. On a une formule. Sur base de cette formule, on sait déterminer quel est le montant de l'avantage de toute nature. Alors,
la formule, elle est simple, on l'a affichée ici. Donc, vous voyez, on démarre de la valeur catalogue. Alors, par valeur catalogue, on entend quoi? On entend le prix catalogue du véhicule à l'état neuf, comme s'il était vendu à un particulier. Donc, on comprend la TVA et on comprend le prix des options. Donc, on ne tient pas compte des réductions, etc. Donc, d'une certaine manière, c'est un peu le prix le plus haut possible, vous vous en doutez. C'est comme ça que les avantages de toute nature sont plus élevés. On part de cette valeur catalogue, on fait fois 6 septièmes. Alors, c'est légal. Ça, ce coefficient-là est dans tous les cas. On vient ensuite multiplier par un pourcentage qui est déterminé en fonction des émissions de CO2 du véhicule. Ce point-là, on le verra juste après pour déterminer ce fameux pourcentage. Enfin, on va même le voir un peu après. Mais voilà, on va tenir compte de ce montant-là. Et enfin, on va voir un coefficient par rapport à l'âge. Donc, au plus le véhicule est âgé, au moins l'avantage de toute nature sera élevé. On vient en quelque sorte faire une sorte de décote par rapport à l'âge du véhicule. Donc ça, c'est la formule de base, c'est votre formule qui vous permettra dans tous les cas de déterminer le montant de l'avantage de toute nature. Ensuite, on revient à cette question du pourcentage d'émissions de CO2. À ce niveau-là, c'est assez simple. On va vous dire, on part d'un montant de 5,5. 5,5%, c'est le montant de base. Par rapport à ça, on vient ajouter un montant qui correspond en pourcentage à la différence entre le taux d'émission de CO2 de votre véhicule et un taux de référence. Un taux de référence qui diffère d'une part selon que votre véhicule soit au diesel ou à l'essence, et d'autre part selon l'année. Donc ici, on a mis juste en dessous, et vous le voyez, les taux pour 2025. Donc le taux de référence pour un véhicule au diesel, c'est 59. Le taux de référence pour une voiture à l'essence, c'est 71. Alors, la conséquence directe, c'est qu'un avantage de toute nature sera plus élevé pour une voiture diesel. Parce qu'à montant de CO2 équivalent, vous avez une différence plus élevée. Et quand je reprends mon calcul, je reprends mes 5,5. Mettons ici, j'ai un taux de CO2 de 100. On va faire très simple. Ben, pour un véhicule au diesel, la différence entre 59 et 100, c'est 41. Alors, je prends ma formule au-dessus, je dis OK, pas de souci. J'ai émission de CO2 moins référence, donc 41, fois 0,1. Donc, je divise par 10, donc j'ai 4,1. Je reprends mes 5,5 et j'ajoute les 4,1. Donc, je vais arriver à 9,6. Ce sera le pourcentage qui va être pris en considération au-dessus dans ma formule de calcul de l'avantage de toute nature. Ça, c'est la règle. Je reprends le même exemple. Avec mes 71 de référence pour l'essence, ben, j'ai une différence de 29. Du coup, ici, 29 divisé par 10, ça fait 2,9. Et je fais 5,5 plus 2,9. Donc, j'arrive à 8,4. Et donc, ici, vous voyez que le pourcentage est plus faible. Donc, ma valeur catalogue fois 6 septièmes fois 8,4%, ça me donnera un montant d'avantage de toute nature plus faible. Donc, vous voyez qu'ici, il y a une réelle différence entre des véhicules alimentés, on va dire, au diesel ou à l'essence. Et alors, donc voilà, ça c'est le pourcentage. Et la loi va également venir nous dire, mais ce pourcentage, en réalité, il ne peut jamais être supérieur à 18%. Et il ne peut jamais être inférieur, ça c'est important, à 4%. Ah oui, si on n'avait pas de montant minimum, ben, c'est très simple. Je prends le cas d'un véhicule électrique. Un véhicule électrique n'émet pas de CO2. Ben, vous reprenez la formule, vous mettez un zéro dans la multiplication, vous arrivez à zéro au total. Donc on viendrait dire, vous avez un véhicule électrique, vous n'avez pas d'avantage de nature. Ce n'est pas la volonté. Donc ici, pour un véhicule électrique, vous allez dans tous les cas toujours arriver à 4%. Voilà, c'est pour ça qu'au final, on n'a même pas forcément d'émission de référence puisque ce n'est pas utile. Ça, c'est la formule de calcul d'un avantage de taux de nature. Donc, vous avez les données ici à avoir en tête. Alors, je parlais également du coefficient d'âge. J'ai repris ici les différents montants et vous voyez, à chaque fois, ça se calcule à chaque fois par 12 mois. Et en réalité, donc, on prend 12 mois parce qu'on calcule vraiment par tranche de 12 mois. On a à chaque fois une décote, au plus le véhicule est ancien. Vous voyez ici, on passe de 100 et on retire à chaque fois 6% pour arriver in fine à 70%, qui est la décote maximum qu'on peut avoir pour un véhicule. C'est important également comme règle, on l'a précisé ici en dessous, si on a une mise à disposition du carburant, ça n'a pas d'impact sur l'avantage de toute nature. Le calcul reste le même. Donc, qu'on mette en place qu'on ait une carte carburant, par exemple, ou pas, le montant, le mode de détermination de l'avantage de toute nature restera identique. Ça a un impact au niveau des sociétés, parce qu'on a une base minimum d'imposition à concurrence d'un certain montant de l'avantage de toute nature. Et là, par contre, le fait qu'on ait mis ou non une carte de carburant à disposition a un impact. Mais ce n'est pas le sujet ici. Voilà, mais comme ça, on est totalement complet. Une règle qui est très importante aussi, c'est qu'on a un montant de l'ATN, donc de l'avantage de toute nature, minimum.
pour chaque année. Pour 2025, on l'a repris ici, le montant de l'avantage de toute nature ne peut jamais être inférieur à 1 650 euros. Alors, si on reprend la formule, on l'a en tête, ben, avec des véhicules qui ont des valeurs catalogues assez faibles, qui ont des taux d'émission assez faibles, on pourrait très vite arriver à des pourcentages inférieurs. Je prends l'exemple d'un véhicule qui a une valeur de 30 000 euros et pour lequel on arrive à un taux d'émission de CO2 de 4%. On va d'office arriver en dessous de 1 000 euros ou dans les 1 000 euros plus ou moins d'avantages de toute nature. Là, le législateur dit pas de souci, mais dans ce cadre-là, vous allez prendre 1 650 euros. C'est le minimum. Et enfin, on le précise également, la contribution propre, donc si jamais il y a une participation du dirigeant ou de l'employeur, elle peut être déduite de cet avantage de toute nature, ce qui est logique, puisque sinon on aurait une sorte de double participation aux frais à ce niveau-là. On reprend ici la formule, évidemment. Alors, vous savez qu'il y a toute une problématique au niveau des normes. Si vous suivez un peu ça de près, vous savez qu'on a les normes WLTP qui permettent de calculer le CO2 et on a également les normes NEDC qui existent également. Ce qu'on vous dit à ce niveau-là, on dit c'est assez simple. Bon, s'il n'y a que du WLTP disponible, parce que le constructeur n'a fait les calculs qu'en fonction de ces normes-là, on doit prendre ces normes-là. Si on n'a que du NEDC, on doit prendre ces normes-là. Tout ça est très logique à ce niveau-là. Si vous avez les deux, on vous autorise à prendre le plus favorable. Donc, en principe, ce sera toujours le NEDC. Voilà, ces informations-là, vous les retrouvez systématiquement sur les documents du véhicule. Ça doit y figurer dans tous les cas. Donc voilà. On a repris également un titre informatif, et ça c'est pour comprendre aussi la philosophie de la disposition et un peu la direction que prend le gouvernement. On a repris les taux de référence depuis 2022. Vous voyez que les taux de référence diminuent. Comme je l'ai dit juste avant, au plus le taux de référence est haut, au moins l'écart entre le taux de CO2 et le taux de référence sera grand. Et il sera même peut-être des fois négatif si vous avez un taux d'émission de CO2 qui est inférieur, comme pour des hybrides, à ce taux de référence. Vous voyez au fur et à mesure des années qu'il diminue. Ce point-là, c'est assez budgétaire. Pourquoi? Parce qu'en diminuant, on va augmenter le pourcentage dans notre formule, on va augmenter le montant de l'avantage de toute nature. Si on augmente le montant de l'avantage de toute nature, on augmente les impôts qui sont prélevés dessus. Parce que comme je vous l'ai dit, l'avantage de toute nature, c'est une manière de calculer la rémunération. Le montant de l'avantage de toute nature va être ajouté à vos rémunérations ordinaires ou à tous les éléments de rémunération. Il va s'ajouter donc sur vos fiches fiscales. Vous allez être imposé dessus. Et si vous suivez d'assez près les pourcentages, on va dire les taux d'imposition en Belgique, vous constaterez qu'on arrive très rapidement dans des taux élevés. Je prends l'exemple des revenus 2024 parce que 2025, où ça vient de paraître, mais je ne les ai pas encore vus, où ça va paraître. Mais pour 2024, on est taxé à plus de 45% sur des revenus imposables qui excèdent 27 000 euros. Et on est taxé à plus de 50% sur des revenus imposables qui excèdent 48 000 euros par an. Donc, vous voyez qu'en réalité, si vous venez prendre l'avantage de toute nature et le rajouter à vos rémunérations, vous allez être dans ce qu'on appelle en principe le taux marginal, donc votre taux le plus haut, dans des taux très élevés. Donc, une différence d'avantage de toute nature de 1 000 euros par an, ça fait déjà, on va dire, grosso modo, 500 euros d'impôts en plus à payer. Vous faites ça fois le nombre de bénéficiaires d'une voiture de société. Vous pouvez constater que, budgétairement parlant, ça a un réel impact et ça explique pourquoi est-ce que cette norme de référence diminue chaque année. Bon, ce point-là, on en a parlé, mais je ne m'étendrai pas dessus parce qu'il est assez peu significatif et autant en rester aux informations essentielles. Ici, on a fait un petit calcul pour vous montrer quel est l'impact, notamment du changement des normes de référence et même par rapport à une valeur d'un véhicule et le taux de CO2, quel est le montant de l'avantage de toute nature que vous allez payer. Alors, si vous avez été attentif durant le début de ce webinaire, vous constaterez que ce sont les mêmes exemples que dans l'exemple précédent en ce qui concerne la déduction des frais de voiture. Donc, on a repris la Golf, la A4, la X5 et le modèle 3 pour ces exemples-ci. À chaque fois, vous verrez qu'on a repris le montant de l'avantage de toute nature calculé en 2024, puis celui calculé en 2025. Et donc, forcément, comme je vous l'ai dit, qui évolue, puisqu'on a des taux de référence qui ont diminué. Donc, l'exemple de la Golf, vous voyez, en 2024, on payait
on était imposé sur un avantage de toute nature de 1673,38 euros qui se rajoute à la base imposable. Donc, si vous êtes taxé à 50%, sans compter les taxes communales, etc., on arrive quasiment à 900 euros d'impôt. Eh ben, vous voyez qu'ici, en 2025, on a quand même une augmentation de plus de 150 euros à ce niveau-là. Donc, à un taux de taxation de plus de 50%, ça fait 80 euros d'impôt. Sur une année, vous allez dire que ça ne fait pas beaucoup, mais c'est vrai que si on répercute ça sur l'ensemble des bénéficiaires des voitures de société, ça a un impact. On a le même exemple ici avec l'Audi A4, qui est une voiture diesel avec des taux d'émission de 123 grammes. Donc, comme on l'avait dit, le taux de référence en 2025, il était de 59. Vous voyez qu'ici, on a un gros différentiel. Donc, on va, sur base de nos 5,5%, augmenter largement. On va passer à plus de 10%. Et donc, on se retrouve avec des avantages de toute nature qui sont très élevés. Vous voyez qu'en 2024, on était à légèrement moins de 10% de la valeur du véhicule par an. En 2025, on passe au-dessus. Donc, chaque année, on va rajouter au revenu imposable 5 219 pour 2024, puis 5 400, quasiment 5 500 au revenu imposable. Ça signifie un impôt à payer de plus de 2 800 euros par an. Donc, vous faites ça pendant toute la durée d'utilisation du véhicule. Vous comparez ce point-ci à la Golf, vous voyez qu'on a une différence qui est énorme, qui est d'un peu moins de 2 000 euros par an. Donc, sur 5 ans, ça fait 10 000 euros d'impôt en plus payés pour l'utilisation de l'Audi A4. Donc, c'est vraiment significatif. Le X5, l'avantage du X5, c'est que c'est un hybride dans notre exemple. Qui dit hybride dit taux d'émission de CO2 assez faible, on est à 40 grammes. Dans ce cadre-ci, on a un impact direct sur le calcul de l'avantage de toute nature, puisqu'on se retrouve avec un avantage de toute nature qui est calculé avec le taux de référence de 4%. Donc, le premier point, c'est que ça n'évolue pas d'année en année, puisqu'on ne subit pas l'impact de la différence de taux de référence. Et on se retrouve avec un véhicule qui a quand même une valeur catalogue de 42 000 euros en plus que notre véhicule précédent, l'A4. On se retrouve avec un avantage de nature qui est 2 000 euros moindre. Donc, vous voyez qu'ici, en ce qui concerne les véhicules hybrides, il y a un réel impact. Et sur ce point-ci, jusqu'à présent, alors je dis bien jusqu'à présent parce que, comme vous le savez certainement aussi, on est en phase d'avoir, on espère, un nouveau gouvernement et tout le lot de réformes qui va avec. En tout cas, à l'heure actuelle, ça n'a pas vocation à changer. Donc, l'hybride n'est plus avantageux au niveau de la déductibilité des frais, au niveau de l'impôt des sociétés ou l'impôt des personnes physiques en tant que frais professionnels. Par contre, l'avantage de toute nature reste plus avantageux pour un véhicule hybride que pour un véhicule qui n'est pas hybride. Ça, c'est important et ça ne change pas. Enfin, on a pris l'exemple de la Tesla, où en réalité, la seule composante qui change par rapport à notre exemple précédent, c'est la valeur du véhicule. Pourquoi? Parce qu'on arrive aussi au taux minimum, puisqu'on a 0, mais 40 grammes ou 0 grammes, dans tous les cas, on aura 4% à rajouter, on aura 4% de coefficient, et donc on va arriver au montant minimum. Ici, comme le véhicule est moins cher, eh ben, on a un taux de l'avantage de toute nature qui est moins élevé également. Donc, si vous avez une Tesla Model 3 qui est full électrique, vous paierez à ce moment-là de l'impôt sur un avantage de toute nature de 2 488,11 euros. Voilà. Ça, c'est les exemples en matière d'avantages de toute nature. Vous voyez que sur une année, ce n'est peut-être pas grand-chose, mais quand vous prenez un exemple sur 5 ans, ça a un réel impact. On n'a pas pris ici des véhicules qui ont des taux d'émission de CO2 qui font qu'on arrive à un pourcentage de 18 000 euros. Un véhicule qui vaut, on va dire, le coût de la BM X5 ici dans notre exemple, mais qui n'est pas hybride, mais qui a par exemple 160 grammes, vous allez exploser les avantages de toute nature, vous allez vous retrouver facilement à plus de 10 000 euros et même, oui, quelque chose comme ça. Vous verrez vraiment l'impact de l'avantage de toute nature, surtout sur toute la durée d'utilisation du véhicule. Donc, c'est vraiment une composante qui est très, très importante et il ne faut vraiment pas la perdre de vue lorsqu'on calcule le coût total que représente un véhicule et quand on pose un choix en matière de motorisation du véhicule. Je vais continuer sur le traitement TVA des frais de véhicule. Et à ce niveau-ci, on va essayer d'être le plus succinct possible et d'être le plus clair possible. En matière de TVA, il y a pour les frais de véhicule une double limitation. La première limitation, elle est assez simple et c'est une règle générale en matière de TVA que vous appliquerez dans tous les cas. La TVA, le principe, c'est qu'on déduit
la taxe qu'on a payée sur nos factures d'achat, pour autant qu'elles permettent de générer un chiffre d'affaires qui est soumis lui-même à TVA à la sortie. Donc, si vous faites des opérations de vente où vous appliquez la TVA, vous avez le droit de déduire la TVA sur les achats que vous avez payés, pour autant qu'ils soient liés à ces opérations. On part du principe pour un véhicule, on a donc dans la plupart des cas une utilisation mixte. Donc on a une utilisation professionnelle, mais la personne qui se voit octroyer un véhicule a également une utilisation privée. À ce moment-là, on va devoir tenir compte de l'utilisation professionnelle et de l'utilisation privée pour appliquer une limitation de la déduction de la TVA. Ça, c'est la première limite. La deuxième limite, et celle-là, elle est purement légale, la loi dit, pour des véhicules, alors à l'exception de tout ce qui est utilitaire, on y viendra, pour ce type de frais-là, on a une déduction maximum de 50% de la TVA payée. Ça, c'est la double règle. Alors, ça paraît assez simple comme ça. Dans la pratique, il faut calculer. Et le calcul n'est pas toujours aisé à ce niveau-là. Pour savoir quel est le taux exact de déduction de la TVA, on a trois méthodes. La première méthode, c'est la plus contraignante d'un point de vue administratif, mais il est vrai qu'à ce niveau-là, on trouve maintenant des outils à mettre dans la voiture qui permettent de calculer automatiquement en appuyant dès qu'on démarre et dès qu'on arrive les trajets. On a la première méthode qui consiste à dire on va tenir un registre complet et détaillé de tous les déplacements sur base quotidienne. Donc, on va tenir ça pour les déplacements professionnels. Donc, on va à chaque fois dire d'où on part, où est-ce qu'on va, combien de kilomètres ça fait, etc. Et on va regarder par rapport au trajet privé. Et en fonction de ça, on va pouvoir dire, voilà, on a un taux de pourcentage professionnel qui va constituer la limite. Donc, je parlais plutôt de la première des règles à ce niveau-là. À ce niveau-là, on a l'administration qui dit, pas de souci, mais on part du principe que si on a un employé qui est lié à un contrat de représentation commerciale, on va accepter une utilisation professionnelle qui sera maximale et donc limitée à 50%. Alors les 50% ici, ça correspond aux 50% légaux qui sont repris plus haut, ces 50%-là. Donc on va partir du principe que l'utilisation pour un représentant commercial professionnel, elle est totale puisqu'il passe ses journées sur la route et donc on va tenir compte de ce montant-là. Donc ça, c'est le premier, c'est assez contraignant. Donc on va déterminer de cette manière-là quel est le pourcentage exact de déduction de la TVA sur les frais d'achat. Donc renting, carburant, entretien, etc. Alors je vous rappelle que sur les assurances, il n'y a pas de TVA qui vous est porté en compte et donc ça ne concerne pas les coûts de l'assurance que vous payez pour le véhicule. Ça, c'est la première méthode, donc voilà, qui était un peu plus contraignante. Puis on va dire, écoutez, on autorise à avoir une méthode qui est semi-forfaitaire. À ce niveau-là, on va regarder un peu, on va dire, écoutez, l'utilisation privée, c'est simple, c'est votre distance domicile-travail, donc on regarde le temps que vous passez, parce qu'on part du principe que le trajet domicile-travail, c'est du privé, fois 2, fois 200 jours, parce qu'on part du principe que vous travaillez environ 200 jours par an, et on rajoute 6000 km. Ces 6000 km, c'est tous les autres déplacements privés qui ne sont pas en lien avec le domicile de travail. Quand vous allez faire des courses, quand vous allez en vacances, enfin, ce que vous voulez. Ça, c'est le total des kilomètres privés. Puis, on va regarder le nombre de kilomètres total et on vient diviser ce nombre de kilomètres privés par le nombre de kilomètres total. On a à ce moment-là le pourcentage de kilomètres privés et, à contrario, on reprend 100%, on déduit ce pourcentage de frais de kilomètres privés et on a le pourcentage de kilomètres professionnels. Ce montant-là, c'est le montant qui servira dans le cadre de l'exemple avant pour la première limite. Attention que les limites s'appliquent ensemble et donc on va avoir ce pourcentage-là à appliquer pour le seul qui reste de déductibilité légale. À ce moment-ci, ça ne vaut que si on a un utilisateur fixe pour une voiture. Donc, si c'est une voiture partagée, etc., ça ne vaut pas. Ici, c'est le dirigeant, l'employé et sa famille. Si on a un véhicule par utilisateur, c'est important. Et si on a un véhicule qui est en effet utilisé dans le cadre de l'activité professionnelle. Dans la pratique, cette méthode est assez rarement utilisée, même si elle a un certain intérêt. Pourquoi? Parce que le domicile de travail x2 x 200 jours plus les 6000 km, on arrive vite à des montants assez élevés aussi. On se rend compte qu'elle n'est pas souvent avantageuse. Et la troisième méthode, qui en réalité est celle qu'on utilise le plus souvent, c'est une méthode qui est très très simple, qui évite beaucoup de tracasseries administratives, qui est de dire, écoutez, si on ne sait pas quel est le pourcentage,
On va juste vous dire, c'est 35% d'utilisation professionnelle, point barre. Ces 35% s'appliquent sur toutes les factures de TVA. C'est vraiment quelque chose qui est forfaitaire. On ne doit pas prouver. On peut l'appliquer. Si vous appliquez 35%, vous n'aurez jamais d'ennui à ce niveau-là. Donc voilà, c'est vraiment la règle, la dernière règle qui évite beaucoup de tracasseries et qui est la plus souvent appliquée. Attention que si vous appliquez cette méthode-ci, on vous dit, pas de souci, mais vous devez la faire pendant au moins 4 années. C'est logique. Il faut une certaine cohérence dans le système à ce niveau-là. Donc ça, c'est la règle qui va s'appliquer pour, donc minimum, ces 4 années. Alors, ce qui est important, c'est que si vous avez dit, ben moi, j'ai voulu prendre la première règle, donc moi, j'ai commencé à faire des registres, etc. Puis au bout de 2 ans, j'en ai eu marre parce que je me rendais compte que je passais beaucoup de temps, c'était très chronophage. À ce moment-ci, j'ai voulu passer sur la deuxième méthode, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, vous pouvez dire, moi, je passe de la première à la deuxième. Puis au bout de 2 ans, vous dites, bah, au final, elle n'est quand même pas très avantageuse. Je vais peut-être revenir à la première, tant pis pour le temps que j'y passe, mais au final, j'y gagne quand même financièrement et j'ai un peu de temps à consacrer. Je repasse à la première. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez combiner entre la méthode 1 et la méthode 2 librement. Par contre, la méthode 3 ne peut en principe pas être combinée avec les autres méthodes. Comme on l'a dit, il faut l'appliquer 4 ans. On ne peut pas passer une année sur du réel, l'autre année sur du forfaitaire. Ça, ce n'est pas possible. Donc, en principe, la méthode 3, elle reste d'application tout le temps. Alors, on dit en principe pourquoi? Avec l'administration TVA, on peut toujours spontanément discuter avec. C'est une administration à ce niveau-là qui est un peu plus souple pour éventuellement convenir de quelque chose. Bon, en pratique, ça se fait rarement et l'administration n'est pas toujours ouverte à la discussion, mais ça pourrait toujours être envisageable si les circonstances le justifient. Euh, et dernier point à ce niveau-là, s'il y a plusieurs véhicules, ben, on applique la méthode 3 que pour un seul véhicule et on doit obligatoirement appliquer la méthode 1 pour les autres. Ça, c'est logique. On ne peut pas mettre du forfait à 35% pour tous les véhicules, puisqu'on part du principe qu'avec les 35%, on a quand même une utilisation privée euh, qui existe, mais qui est assez minime. On ne part pas du principe que avec tous les véhicules, on a la même utilisation. Ce n'est pas possible. Donc, on dit, OK, quel est votre véhicule que vous utilisez le plus pour le privé? On va utiliser celui-là pour cette méthode et le reste, vous allez faire du réel. C'est par cohérence. Voilà, ce sont les règles à ce niveau-là. Euh, ces points-ci ne sont pas importants. Par contre, ici, ça c'est important. On l'a mis ici pour les taux en ce qui concerne les utilitaires. Pourquoi? Ce qui est important par rapport à ce qu'on a dit précédemment, c'est que ces règles de déduction de la TVA ne s'appliquent pas pour les véhicules utilitaires. Pour les véhicules utilitaires, en principe, un véhicule qui est utilisé, alors s'il est utilisé à 100% pour des déplacements professionnels et qu'on peut vraiment justifier qu'on n'a pas la moindre utilisation privée, la TVA sera intégralement déductible à ce niveau-là. Si par contre on a un véhicule utilitaire qui est utilisé parfois pour du privé, ça peut arriver qu'on s'en sert pour faire des courses ci ou ça, ou qu'il sert pour des domiciles de travail, mais pas plus. Alors là, il y a deux possibilités. On vous dit soit l'usage professionnel est vraiment limité et on va utiliser un taux forfaitaire de 85% de déduction de la TVA. C'est la première solution. La deuxième solution, c'est de dire, mais bon, le problème ici, c'est que l'utilisation privée, elle n'est pas limitée. On va dire un peu le même style qu'un véhicule classique, entre guillemets. Et à ce moment-là, on va reprendre la règle des 35% de TVA. Voilà, ça, c'est les règles de déduction de la TVA pour les véhicules utilitaires. Vous voyez qu'on est en principe un peu plus souple, mais attention si vous avez un usage privé conséquent, ce qui peut arriver. Avant de laisser la parole à Constance pour vous présenter le cas pratique, je rappelle que les questions sont disponibles dans le chat. On fera en mesure de vous répondre par la suite et de vous revenir par rapport à ces différentes questions. Voilà, n'hésitez pas à les poser. Voilà. Alors, donc pour terminer cette mini-formation sur la fiscalité automobile, il nous a semblé pertinent de vous présenter une étude de cas en comparant l'acquisition en fait d'une BM X1 et ce, via une société. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas fait l'étude pour un indépendant personne physique. Ici, c'est pour un indépendant qui exerce via une société. Alors, vous verrez que sur ce slide, on a pris les informations qui sont utiles en termes de fiscalité pour déterminer le taux de déduction et d'autres points. Et donc, en fait, pour chaque modèle de la BM X1, donc on a pris une BM X1 essence, on a pris deux modèles comme ça, vous avez deux tarifs d'acquisition différents.
On a pris également le modèle de la BM X1 hybride et le modèle électrique. Et donc, sur ce slide, vous trouverez tout ce qui est relatif à la cylindrée, la consommation et l'émission CO2. Alors, l'objectif de cette étude de cas pratique est que vous visualisez l'impact en termes de charge en fonction de la date d'acquisition du véhicule. Donc, si vous avez acquis une BM X1 avant le 1er juillet 2023, donc vous verrez que le taux de déduction fiscale dépend bien évidemment du taux émission CO2 du véhicule. Et donc, on voit ici que pour notre BM X1 premier modèle, on a une déduction de 43,52, mais puisque le véhicule a été acquis avant le 1er juillet 2023, on a une déductibilité minimale de 50%. Et donc, sur un total de 4 années, pardon, excusez-moi, le véhicule en fait coûtera à la société un montant de 70 666,71. Pour arriver en fait à ce montant, on a pris en considération le coût carburant par année sur 4 ans, le coût de l'assurance, le coût de la taxe de mise en circulation et de la taxe de circulation, et bien évidemment l'impact de l'impôt des sociétés qui sera dû sur la partie non déductible. Alors pour visualiser, on peut prendre un exemple en fait plus parlant. Donc en fait, imaginons que vous avez une société qui a des produits pour 200 euros et qui a des charges de 100 euros. C'est facile, la base imposable, c'est 200 moins 100, on arrive à un montant de 100. Par contre, si au niveau des charges, on a des charges uniquement de 100 qui sont relatives à une voiture et que, en fonction des règles fiscales, on arrive à la conclusion que 50% ne sont pas déductibles, mais l'impact, c'est que vous n'aurez plus une base imposable de 100 parce qu'on ne va plus faire 200 moins 100, mais on fera en fait 200 moins 50 et donc on aura une base imposable de 150. Et donc dans le chef de la société, la charge supplémentaire, ça sera l'impôt, soit 20 ou 25% sur le montant de la charge non déductible. D'accord? Donc ici, je ne vais pas parcourir à chaque fois tous les calculs avec vous, mais le principe est à chaque fois le même. On voit en fait la charge pour la société lorsque les véhicules est acquis avant le 1er juillet 2023. Et donc là-dessus, je vais directement aller, pas au slide suivant, mais au slide d'après. Comme ça, vous voyez directement la différence entre le véhicule acheté avant le 1er juillet 2023, le véhicule acheté en 2025 et le véhicule acheté en 2026. Vous voyez que pour mes modèles essence et hybride, en 2025, on applique toujours les règles de déductibilité actuelles de 43,52, 31,65 ou 75% parce qu'on limite. Et alors, en 2026, là, on voit que pour mes véhicules essence hybride, eh bien, j'ai une déductibilité de 0. Et donc, vous voyez en fait qu'en fonction de la date d'acquisition du véhicule, la charge augmente pour la société et la différence est à chaque fois l'impôt des sociétés qui est dû finalement sur cette charge non déductible. Et donc, on voit qu'en fonction des véhicules, c'est quand même assez important parce que si vous prenez par exemple la BM X1 M35, donc si elle a été acquise avant le 1er juillet 2023, on avait une charge pour la société, j'arrondis, de 109 000 euros et finalement en 2026, on arrive quand même à un montant de 121 000. Donc la différence n'est pas négligeable. Et par contre, pour le modèle électrique, là, vous constatez qu'il n'y a pas de différence en fonction des dates d'acquisition, puisqu'on a toujours une déductibilité à 100%. Par contre, faites attention parce qu'à partir de 2027, là, bien évidemment, il y aura également un impact puisqu'on n'aura plus une déductibilité à 100%, mais une déductibilité dégressive. Donc, voilà plus ou moins l'impact pour la société. Je ne sais pas si Guillaume, tu veux rajouter quelque chose. Oui, je Oui. pense que la conclusion, et vous aurez les slides par la suite, donc vous pouvez regarder ces calculs attentivement. Je pense que la conclusion, elle est assez claire. On parlait du TCO au milieu de webinaire. Vous voyez ici que, in fine, le véhicule électrique a un coût plus élevé à l'achat, mais que
lorsque vous lissez l'ensemble, surtout de la durée d'utilisation, donc ici on a pris 4 ans, des fois c'est même plus, vous êtes gagnant à ce niveau-là. Ça vous coûtera moins cher. Alors forcément, euh, les financiers le sauront mieux que moi qu'il faut actualiser forcément ces montants. Donc ici, on ne l'a pas fait. Donc en réalité, on peut un peu atténuer le principe. Mais l'idée absolue est vraiment celle-là. Et dans cet exemple, on ne l'a pas mis dedans, il me semble, mais on n'a pas parlé des avantages de toute nature non plus, Non. qui sont plus faibles aussi, qui sont un autre volet, hein. Ici, le but, c'était, on l'a mis pour la société. On n'avait pas le temps de tout parcourir. Mais en plus, si on tient compte de l'avantage de toute nature, qui est plus fait pour un véhicule électrique, d'une manière globale, financièrement parlant, il y a, à notre sens, en tout cas, un avantage par rapport aux mesures qui ont été prises et par rapport à la direction dans laquelle on se dirige. C'est assez important à ce niveau-là. Voilà, on ne s'épanchera pas plus sur le volet plutôt pratique et tout ça. On laisse ce débat pour d'autres discussions, mais voilà, c'est assez important à ce niveau-là. Je vais passer au dernier. Enfin, voilà. Et donc, c'était l'exposé à ce niveau-là. Comme je vous l'ai indiqué, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous avez nos coordonnées via les invitations sur le site web, vous avez les demandes, etc. Ici, le chat, vous n'hésitez pas à faire part de vos questions, quelles qu'elles soient. Euh, on vous remercie en tout cas pour votre attention. On est très content d'avoir pu réaliser cette deuxième édition. L'objectif, évidemment, sera de réitérer d'année en année. Lors de cette année à venir, vous aurez l'occasion de suivre d'autres webinaires, vous recevrez les informations. En principe, je spoil un peu, mais on devrait avoir un webinaire, en tout cas sur la fiscalité immobilière, qui est prévu. On l'avait déjà fait, on va réitérer aussi, ce sont des thématiques importantes. Si vous avez un feedback à faire, on est ravi de l'entendre. C'est très important pour nous d'avoir votre retour à ce niveau-là pour forcément encore s'améliorer sur les différents points. Voilà, on vous remercie et on vous dit à bientôt.